Bien, merci de nous accueillir ici dans le salon nautique. Voilà, Jean-Claude Nelson, je suis vice-président de la région Guadeloupe. La Guadeloupe, comme vous le savez, est une île au niveau de l'océan Atlantique, dans la Caraïbe. Et donc, nous organisons une très grande compétition de course à voile. Il s'agit de la Route du Rhum. Aujourd'hui, nous sommes à la 12e édition qui va démarrer le 6 novembre 2022 à Saint-Malo. Et donc, c'est l'occasion ici, au sein de ce salon nautique, de lancer la Route du Rhum. De lancer la Route du Rhum, c'est-à-dire de permettre à tout un chacun de savoir que l'édition se fera réellement en 2022. Et donc, la région Guadeloupe, à travers son président Richard Luce, et puis nous-mêmes, mon collègue qui s'appelle M. Camille Pélage, qui est chef de projet avec moi, ainsi que mon collègue qui s'occupe de la jeunesse, M. Di Châteaubon, nous sommes venus ici pour pouvoir affirmer la volonté de la région de pouvoir organiser cette édition. Donner un signal fort. Vous savez qu'aujourd'hui, la Guadeloupe connaît des turbulences au niveau des conflits sociaux. Là, il y a la pandémie, mais nous allons vouloir montrer que nous, région Guadeloupe, eh bien, comme nous sommes responsables du développement économique et que la Route du Rhum fait partie d'un des moteurs de la promotion du développement économique dans notre pays. Alors c'est pour cela que nous sommes venus ici dans ce salon, parce que, étant donné que c'est une île, donc forcément le nautisme est très développé en Guadeloupe et que l'activité nautique eh bien, est une activité très importante chez nous. Le problème qui se pose, c'est que le salon nautique se fait toujours à Paris, mais nous, nous allons par exemple à Saint-Malo parce que le départ de la course se fait à Saint-Malo. Le départ de la course se fait à Saint-Malo, de la région de la Bretagne. Et nous sommes heureux de toujours aller à Saint-Malo pour voir ce départ de la Route du Rhum. En 2022, il y aura pas moins de 120 skippers qui vont se lancer à l'assaut de la Guadeloupe dans 6 catégories différentes. Et nous, région Guadeloupe, aux côtés de ces sports qui est l'organisateur de cette compétition, eh bien, nous sommes très heureux parce que ça fait partie de ce que chez nous avons appelé la croissance bleue. La croissance bleue, c'est tout ce qui tourne autour de la mer. Toute l'économie qui tourne autour de la mer, c'est la croissance bleue. Et nous sommes porteurs de cette croissance bleue. Alors, en Guadeloupe, en 2019, tous les critères étaient au vert. Nous avions une croissance qui était importante, l'une des meilleures croissances, même une meilleure croissance que la France métropolitaine. Nous avons aussi chez nous un certain nombre d'éléments qui nous permettent de voir que la Guadeloupe allait de mieux en mieux. Mais avec 2019, c'était pour nous une très bonne année. Mais avec l'arrivée de la Covid en mars 2020, la pandémie a mis à plat l'économie de la France et particulièrement aussi de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, la région Guadeloupe a été la collectivité qui s'est mise à côté du monde économique, en aidant le monde économique, en donnant des subventions, en soutenant l'activité économique, puisque les gens avaient perdu leur chiffre d'affaires, l'activité était en berne. Et donc, par rapport à 2019, il y a vraiment un grand écart entre ce qui se passait sur le territoire de la Guadeloupe, dans le domaine économique, qu'aujourd'hui. Mais nous avons bon espoir que ça puisse repartir. Les choses iront de mieux en mieux. Et nous, région Guadeloupe, nous mettons énormément de moyens financiers au niveau des entreprises, au niveau de la jeunesse, au niveau des associations, pour permettre à l'économie de la Guadeloupe de continuer à progresser. Moi, je pense que le vaccin, c'est à chaque personne de pouvoir savoir s'ils veulent ou pas le vaccin. Moi, personnellement, je suis vacciné parce que j'avais des activités à faire et je crois dans la science, je mets ma confiance dans la science. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est leur droit. On n'a pas le droit de les obliger à se vacciner. Maintenant, moi, je considère que si on veut que l'économie reparte, si on veut que la pandémie disparaisse, il faut qu'un maximum de gens soient vaccinés parce qu'aujourd'hui, c'est la seule protection. Le vaccin n'est pas un remède, mais c'est la seule protection que nous avons aujourd'hui pour éviter que cette pandémie s'étende. On est actuellement à la 5e vague. Je dois vous dire qu'en Guadeloupe, avec la 4e vague, sur une population de 380 000 habitants,
nous avons eu 590 morts. C'est énorme avec la pandémie. Donc, c'est à chacun, en son âme et conscience, de savoir s'il doit se faire vacciner ou pas. Mais je considère que nous devons, petit à petit, arriver à une couverture sanitaire qui permette que les activités économiques se fassent. Okay. Ce que je vais vous expliquer, c'est que moi, je fais confiance à la science. Les médecins, ils font leur boulot. S'ils disent que les gens sont morts, peut-être du corona, peut-être aussi de comorbidité, de maladies qui sont sous-jacentes au virus. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Parce que de toute façon, peut-être que parmi ces 500 personnes, il y aurait ceux qui seraient morts quand même. Mais l'idée pour nous, c'est de protéger des vies. Chaque vie a une valeur. Et nous considérons, nous à la région Guadeloupe, que nous devons faire en sorte que nous puissions protéger ceux que nous aimons, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, tout ce que nous aimons. Et donc l'idée pour nous, ce n'est pas de savoir est-ce que oui ou non, ces personnes-là sont mortes de coronavirus, mais que nous aurions aimé qu'ils soient à nos côtés aujourd'hui vivants, et c'est le principal. Le vaccin a ses limites, comme le vaccin de la grippe. Chaque année, on prend un vaccin de la grippe parce qu'il y a des variants, le vaccin mute, le virus mute, le virus évolue. Mais de toute façon, nous savons que c'est un corona. Les coronavirus ont cette particularité de s'adapter. Chaque année, par exemple, mon père prenait un vaccin contre le virus de la grippe. Alors, il faudrait qu'on s'habitue. Il se peut que ce virus-là ne puisse pas quitter la Guadeloupe, ne puisse pas quitter le monde et que chaque année, on sera obligé de se faire vacciner. Ce n'est pas croire en le gouvernement français. Moi, je crois en l'homme. Je crois en la nature de l'homme. Je crois en cette capacité que nous avons de nous adapter. Et le Guadeloupéen, il est un Français sur la carte d'identité, mais le Guadeloupéen a cette identité forte que lui-même considère qu'il est un peuple. Et moi, je crois dans la résilience du peuple guadeloupéen. Je suis un Guadeloupéen et je l'affirme, les Guadeloupéens sont les meilleurs au monde. Merci beaucoup. Merci. Et puis j'envoie un grand salut à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent sur votre chaîne. Il faut venir en Guadeloupe en novembre 2022 pour l'arrivée de la route du Rhum. J'aurai plaisir à te recevoir personnellement en Guadeloupe. C'est une invitation que je te fais. Vive la Guadeloupe. Vive tout le monde. Bonjour Jean. Merci de me recevoir. Oui, pour moi, toute ma part, c'est la première fois que je viens à ce salon nautique. Pourquoi? Parce que depuis très récemment, je suis élu à la région de Guadeloupe. Je suis président de la commission extra-régionale jeunesse et je suis aussi administrateur du comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui je suis là pour représenter la présidente Sonia Taille-Pierre qui est empêchée, qui n'a pas pu venir. Et je suis là pour représenter Sonia à ce salon nautique. Ce salon nautique est un événement majeur pour le CTIG. Sonia Taille-Pierre, la présidente, elle sait tout l'enjeu pour la Guadeloupe d'être présent ici, puisque il est normal que nous soyons là pour présenter tous ces atouts de la Guadeloupe dans le cadre de la route du Rhum. La Guadeloupe qui va accueillir cette route du Rhum et cette route du Rhum qui fera venir des touristes de partout. Et ça sera un enjeu politique, mais économique aussi pour nous. L'économie par rapport à 2019. L'arrivée de la route du Rhum en 2019, c'est 2018. On espère que justement augmenter cette économie et faire en sorte qu'être ici aujourd'hui, dans ce salon, ça va pouvoir nous multiplier l'arrivée des touristes. Et qui dit tourisme dit économie un peu touristique parce qu'il y a bon nombre d'activités qui vont se mettre en place. L'industrie du nautique va augmenter sa capacité. Aussi, les touristes vont venir à l'hôtel. Les taximans vont avoir des clients. Les tour opérateurs auront. Donc, c'est toute une multitude de personnes qui vont pouvoir vivre de cette économie touristique que va engendrer cette venue de la route du Rhum. Écoutez, la manifestation, nous ne pouvons pas être contre. On ne peut pas faire la sourde oreille par rapport à cette manifestation. Même si on peut déplorer les méthodes. Okay? On ne peut pas faire la sourde oreille. Mais les méthodes sont répréhensibles. Il est important aujourd'hui de régler le problème des méthodes. Ça, c'est un problème de l'État régalien qui va régler ce problème de méthode parce qu'on n'est pas d'accord avec comment ça se passait. Mais nous, de notre côté, de la proximité, on doit écouter et entendre le besoin, la demande et la souffrance de ces personnes qui sont sur notre île. Oui, nous serons très sensibles à écouter ces personnes
oui, nous mettrons en place un mécanisme faisant en sorte que toutes ces personnes puissent trouver une réponse à leurs attentes. Le vaccin, aujourd'hui, chacun est libre de se vacciner. Moi, je le suis. Vous êtes vacciné? Je suis vacciné. Okay. Je suis vacciné parce que j'estime qu'aujourd'hui, je fais confiance à la médecine et je pense que pour moi, c'était une bonne solution. Mais je ne vais pas défendre le vaccin parce que je ne suis pas, mais je vais défendre ma façon de voir les choses, en fait. Je ne suis pas pour l'obligation vaccinale, c'est clair, mais je suis pour le vaccin. Et je pense que la liberté ne doit pas être entamée. Mais la liberté de l'un s'arrête là, la liberté de l'autre commence. Vous savez ça? Oui. Ben, est-ce que vous êtes libre? La liberté, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de... C'est vraiment un état métaphysique, en fait, la liberté. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et on ne peut pas être toujours libre. On a la sensation d'être libre, on a le sentiment d'être libre, mais on n'est jamais libre. Parce qu'on n'est jamais libre de faire n'importe quoi, on n'est jamais libre de dire n'importe quoi, on est libre d'aller là où on veut. Donc la liberté, c'est quelque chose qui est vraiment relatif. Mais on a jusqu'à une limite de liberté que nous pouvons agir. Le carnaval guadeloupéen, c'est bien que vous me posiez cette question parce que pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs carnavals, sinon le plus beau carnaval du monde. Parce que c'est un carnaval riche qui a plusieurs sonorités. Et ce carnaval, on a les groupes à caisse claire, on a les groupes à peau, on a les petits masses, on a les groupes à char. Et on a un carnaval sur la Basse-Terre, on a un carnaval sur la Grande-Terre. Et c'est aussi un événement presque au même niveau que l'arrivée de la route du Rhum en Guadeloupe, le carnaval, puisque ça attire beaucoup de personnes. Et c'est vecteur d'économie aussi, le carnaval. Puisque pendant le carnaval, il y a beaucoup de personnes qui vivent un peu du côté pas officiel du carnaval, de l'économie souterraine du carnaval, c'est-à-dire que les petits marchands qui vont vendre les boissons ici et là. Donc voilà, c'est ça le carnaval. Mais on a un carnaval riche, on a un carnaval d'idées, on a un carnaval de couleurs. Et franchement, le carnaval de Guadeloupe, c'est le meilleur. Le rhum, comme un passé, on ne peut pas revenir sur le passé du rhum parce que le rhum, c'est un vecteur d'énergie pour certains. Mais le rhum, pour le carnaval, bien sûr que les carnavaliers en boivent pour se donner de l'énergie, pour fêter, mais avec modération. Exact. Voilà, merci modération. beaucoup, ça fait plaisir de te trouver ici. J'espère de se voir en Guadeloupe. Hein. Ben, j'espère te recevoir en Guadeloupe un jour. C'est sûr, hein? Oui. Comme Jean-Claude l'a dit, elle m'a invité pour aller faire le reportage là-bas. Ah ben écoute, voilà. Et on espère avec le Covid qu'on pourra faire le carnaval en 2022. J'espère. On espère. Merci beaucoup, Okay. ça fait plaisir. Ok, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Je vais vous présenter aujourd'hui un concept innovant pour nettoyer les coques des bateaux. Donc c'est comme la station car wash pour les voitures, mais pour les bateaux, où on laisse les bateaux dans l'eau et on vient frotter la coque des bateaux régulièrement avec une brosse qui est ici, que vous voyez. Plusieurs avantages à ça. Le premier, c'est qu'on n'a plus besoin de sortir le bateau pour le caréner. Donc on garde le bateau dans l'eau et on le frotte dans l'eau. Donc ça, c'est un vrai avantage et un vrai confort pour les plaisanciers et les professionnels de la mer. Le deuxième avantage, c'est que c'est moins cher que la solution aujourd'hui appliquée, qui est l'application de peinture anti-fouling, qui elle est polluante pour l'environnement. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à brosser régulièrement les coques de bateau pour protéger l'environnement et avoir également une consommation réduite de carburant lorsqu'ils sont passés dans cette machine. Donc la machine, c'est une grosse machine industrielle où on a un chariot qui se déplace tout du long de la coque du bateau. On accueille des bateaux jusqu'à 16 mètres, 2,4 mètres de tirant d'eau, ce qui permet d'avoir des grosses unités et de passer beaucoup de bateaux dans cette machine. La machine traite principalement les bateaux monocoques et les bateaux jusqu'à 16 mètres. Une fois qu'on a brossé la coque, les débris tombent dans un liner, dans un bassin de rétention qui permettent de garder les déchets au sein de ce bassin de rétention. Ensuite, on aspire, on pompe et on filtre dans le bassin de rétention ces déchets et on les traite de manière correcte dans un centre de tri spécialisé. Alors cette machine aujourd'hui, on l'importe tout juste en France,
mais c'est une machine qui est aujourd'hui présente dans près de 10 pays, donc aux USA, au Canada, en Europe du Nord, Norvège, Finlande et Suède principalement, et on importe ce concept-là en Europe depuis cette année. Donc en termes de volume de bateaux carénés, on est aujourd'hui à peu près à 100 000 bateaux carénés, donc ce qui représente un nombre important de bateaux carénés avec un très bon retour d'expérience. Eh ben, ça fait plaisir de se retrouver entouré de bateaux parce que, pour vous dire la vérité, depuis près de 2 ans, depuis le début de cette farce qu'est le Covid, cette triste farce, eh ben, notre bateau est bloqué en Australie. Il est bloqué en Australie et on attend que ça s'ouvre. Voilà. Alors, il est bien soigné là-bas, il est bien en sécurité, mais on aimerait bien repartir naviguer. Pour l'instant, donc on retrouve les bateaux ici, on se documente sur les nouveaux procédés de navigation, de sécurité, etc. et tout. Et puis, c'est toujours un plaisir de retrouver des copains navigateurs qui viennent ici, même si le salon est un peu plus petit que les années précédentes. Naviguer, c'est la liberté en soi. Naviguer, je dis toujours, quand vous êtes sur une route, vous pouvez aller que tout droit, ou dans les virages, vous suivez les virages, ou vous pouvez, à certains carrefours, changer de route. Tandis qu'en mer, vous pouvez aller dans 360 degrés. Donc c'est vraiment la liberté. Ben, je pense que les nouvelles générations ont du souci à se faire, vu l'ineptie de nos hommes politiques dans toute nation confondue, tout régime confondu et tout. Alors, il faut être sérieusement optimiste pour être optimiste, voilà. L'état de la mer, bon, je n'ai pas beaucoup vu depuis 1 an et demi, donc elle doit être plus calme parce qu'il y a eu quand même beaucoup moins de navigation, etc. Mais je pense qu'elle a du mal, en particulier par exemple en Australie, ou dans tous les pays qui restent attachés aux énergies non renouvelables, il y a des problèmes. La barrière de corail, par exemple, est en train de souffrir beaucoup. Beaucoup de coraux ont souffert. Mais enfin, nous, on cherche toujours dans nos livres et nos films, on cherche toujours à montrer ce qui est beau. À montrer ce qui est beau. L'idée, c'est simplement que si on essaye de semer des graines d'utopie, c'est-à-dire qu'on montre la beauté en se disant peut-être que ça donnera aux gens envie de la protéger. Voilà. Eh bien, nous avons une série de livres qui s'appelle Escales. La première, c'était 40 années, 40 escales. Et puis, il y a eu maintenant la Polynésie, les Caraïbes. Dans la série Escales, le nouveau, c'est sur la Nouvelle-Zélande, un pays pour lequel ma compagne et moi avons vraiment eu un coup de foudre. Un coup de foudre, un pays qui est vraiment magnifique. Un grand pays pour naviguer. Il y a beaucoup de commodités, beaucoup de navigateurs qui sont dans le Pacifique, qui naviguent sur les océans, vont, lorsque vient la saison de cyclone, s'abriter en Nouvelle-Zélande où ils peuvent trouver à des tarifs raisonnables à faire des travaux, entretenir leur bateau. Et puis surtout, les gens sont très très accueillants. C'est un pays fascinant où il n'y a pas des trop grandes distances comparé à l'Australie et où on voit des paysages, des animaux, aussi bien des réalisations humaines, des personnalités. Il y a beaucoup de... C'est le pays du Hobbit, c'est le pays où a été tournée la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Donc beaucoup de gens, beaucoup de célébrités, beaucoup de personnages et des paysages à couper le souffle. Voilà.